DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, vous le savez, c'est aussi, en tout cas, le message que le chef de l'État avait eu à lancer du côté du Katanga en marge de sa visite dans la province du Haut-Katanga, Lubumbashi, ensuite à Kolwezi, la problématique de l'exploitation minière au détriment des citoyens congolais, des contrats miniers qui ont été signés, en tout cas qui désavantagent le pays tout entier. Le chef de l'État a voulu, en tout cas, donner un rééquilibre par rapport à ces contrats, ne refusant pas, en tout cas, que les étrangers viennent exploiter nos minéraux, mais qu'il faudrait que cela se fasse dans un partenariat gagnant-gagnant. Et donc, il a été mal compris lorsque le chef de l'État notamment parlait des sorciers du côté de la province du Katanga où il se trouvait. Beaucoup l'ont mal compris et pourtant des sorciers, c'est Albert Yuma qui nous avait révélé ces sorciers justement lorsque nous avons suivi au cours d'une interview la manière dont il expliquait le bradage de nos carrés miniers. Je pense que tout Congolais patriote que nous sommes, que vous êtes, avait certainement eu à pleurer. Comment toute une génération, comment tout un pays peut être sacrifié pour un groupe des individus, pour les intérêts d'un groupe d'individus. Ce n'est pas normal. Et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est en train d'essayer un peu de rééquilibrer les choses afin de permettre à la RDC de pouvoir gagner au moins 50% de tout ceci, et ce qui lui permettra en tout cas de résoudre des problèmes tant sur le plan social, sur le plan de la santé, pourquoi pas aussi renforcer le budget au niveau de l'armée. Alors j'aimerais partager avec vous cette analyse de plus ou moins 15 minutes qui m'a paru en tout cas très très pertinente d'échanger avec vous sur elle, qui nous explique et vous comprendrez au terme de cette analyse que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avait absolument raison de qualifier certains de sorciers, parce que en Lingala on le dit, baza vraiment bando qui se sont réellement des sorciers, et on a très mal, et on a des larmes aux yeux, et quand nous écoutons certaines informations, c'est quand même malheureux, et on s'étonne qu'après que ce pays immensément riche, potentiellement riche, continue toujours à rester dans la potentialité, alors que même les richesses des sous-sols ont une fin aussi. Je vous propose de suivre cet extrait, cette analyse, ensuite nous allons nous retrouver pour la conclusion. Je rappelle que vous êtes toujours sur votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons, nous nous retrouvons tout de suite après. De vue, j'aimerais que nous puissions partager ce point de vue, donner des avis objectifs d'ailleurs. Dans cette question d'état des sièges, j'estime humblement qu'on devrait commencer à chasser tous ceux qui sont dans des carrés miniers et qui font l'exploitation artisanale un peu de manière anarchique. Oui, cette question a été abordée déjà à l'époque du président Kabila, parce que lorsque vous regardez la cartographie des mouvements armés, c'est dommage que je ne sois pas venu avec ces documents ici, mais prochainement je vais vous le présenter. C'est un document qui a été fait par le groupe d'études sur les Congo avec un groupe d'experts belges qui est sorti, mais malheureusement qui échappe pratiquement à toutes les institutions de la République. Je ne sais pas si c'est une erreur d'inattention de la part des Congolais ou bien les gens, il y a un désintéressement. Regardez les fonctionnements des groupes armés à partir de l'ex-province orientale jusqu'au nord Katanga. Vous allez voir que les groupes armés, là où ils sont très actifs, c'est là où il y a des carrés miniers. Et rappelez-vous, Bissier, à un certain moment, a été... Bissier, c'est une carrière
des cassitérites et des coltans situés dans le territoire de Walikale a été l'épicentre de la guerre au Nord Kivu. Pourquoi? Parce que les groupes Sheka, les Maïmaï Sheka et puis tous les autres là s'approvisionnaient. Il y a des acheteurs qui décollent des pays voisins, comme on est dans un état presque où on ne contrôle pas la plupart de nos territoires. Les avions décollent de l'Ouganda, du Rwanda, du Kenya et atterrissent, ils viennent s'approvisionner là-bas. Mais on ne contrôle pas ces gens-là. Ce que tu dis là, c'est vraiment vrai. Hein? Oui, c'est vrai. J'avais déjà effectué plusieurs visites dans ces coins. Et je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, il existe des rapports. Même au ministère des Mines, si vous allez dans les archives, vous allez trouver que les miliciens ont été souvent très actifs dans les zones minières. Pourquoi? Parce que l'exploitation minière leur permettait de s'approvisionner en armes et munitions. Et la guerre, c'est aussi... Alors, il faut supprimer cette exploitation artisanale ou bien... Non. Joseph Kabila a osé, avec la loi de Franck, lorsqu'il avait interdit l'exploitation minière artisanale à l'époque, en 2010, avec la loi de Franck qui a été votée par le Sénat américain, et il y a eu des conséquences néfastes sur l'économie et sur les fonctionnements. Mais n'assimilons pas non plus tout ce qui font l'exploitation artisanale, l'exploitation minière artisanale aux groupes armés. Sauf que les groupes armés ont trouvé des points d'ancrage et des points d'appui dans l'exploitation minière pour faire le business du sang. Alors, sur ce point, on ne peut pas supprimer l'exploitation minière artisanale. Ce qu'il faudra faire, il faudra chasser les bandes armées, les groupes armés, couper leurs sources d'approvisionnement dans l'exploitation minière en ce moment-là et laisser identifier les vrais creuseurs et je crois qu'avec l'état de siège, l'encadrement de ces creuseurs-là à travers le CESCAM SAIMAT actuellement, qui est un service du ministère des Mines, et tous les services de l'État, et vous allez voir que ça va rapporter à l'État. Parce que pour l'instant, parce qu'il n'y a pas d'industrie, prenons le cas de l'ex-province orientale, vous n'avez qu'une seule compagnie minière, qui est Kibali Goldman, qui est dans l'exploitation aurifère. Notre société publique, la Sokimo, est devenue presque l'ombre d'elle-même. Hein, elle n'existe presque, elle est moribonde. 94 mois d'arrêt de salaire. C'est inacceptable. 95 maintenant. Voilà, 95. On est au mois de mai, ça fait 95. Merci. Voilà, 95 mois d'arrêt de salaire parce qu'on est presque à la fin du mois. Alors, vous prenez également la société Banro, qui était une firme canadienne, qui était dans l'exploitation aurifère et qui a fermé. Banro s'est muté, je crois. Oui, Banro a déclaré faillite sans que le gouvernement congolais n'ait été au courant. Et la société a fait aussi des transactions avec les Chinois. Et les Chinois qui sont là, on ne sait pas, est-ce qu'ils ont hérité du patrimoine de Sokimo? Donc, ces points-là, et contrôler aussi les frontières. Regardez la fraude minière. Hein. À l'époque où il y a eu des guerres à Bunagana et consorts, savez-vous que Bunagana a été attaqué par un groupe armé? Ce n'est pas pour occuper, ce n'est pas pour une quelconque revendication, mais les entrepôts de stockage des minerais, la cassitérite, les coltans, le wolframite, c'est à Bunagana. Et rappelez-vous qu'à l'époque, il y avait un mouvement armé qui avait attaqué Bunagana. La fraude, les vols étaient tellement flagrants et on a traversé avec des quantités de minerais importantes au Rwanda, à tel point que le CEC, le centre d'expertise, était obligé de faire le suivi jusqu'au Rwanda, qui a dû rapatrier des tonnes de minerais au Rwanda. Donc, l'exploitation minière. Et si vous regardez la guerre de l'Est du pays, sur l'aspect purement sécuritaire, vous vous trompez. La guerre de l'Est a une dimension essentiellement économique avant tout, parce qu'aujourd'hui, aucun mouvement armé de l'Est du pays ne vous donne une quelconque revendication fondée. Merci beaucoup, Président. Vous, quand vous êtes dans votre domaine là, c'est comme un poisson dans l'eau. Je ne sais pas vous interrompre. Oui. Est-ce que les gens, il y a certains sceptiques qui disent, écoutez, vous fermez, vous interdisez l'exploitation artisanale, c'est-à-dire vous ouvrez une brèche pour la contrebande, vrai ou faux? Oui, je crois que là, vous me donnez même l'occasion de revenir un peu sur l'émission qui est passée sur Télé 50 et RTNC, je crois, mercredi, dans le cadre de Bendele Koyate, comme ça. Mais je crois qu'il y a eu une globalisation qu'il faut rejeter d'emblée, parce qu'il y a des confrères qui sont allés jusqu'à dire que non, il faut carrément suspendre l'exploitation minière pendant une période de 3 ans. Mais je crois qu'il n'y a pas mauvaise piste que celle-là pour faire l'élit du Rwanda. Ah bon? Mais ça, je vous l'ai dit, je vais vous le dire, je vais vous démontrer tout de suite, parce que je crois que Gabi a déjà dit quelque chose là-dessus. Ça voudrait dire que prendre une mesure pareille,
c'est amplifier la fraude, c'est amplifier la contrebande, et ça va faire que le minerai, parce que les creuseurs continueront toujours à creuser, ça veut dire que les minéraux vont passer de l'autre côté du Rwanda, en Ouganda. De manière frauduleuse. De manière frauduleuse. Et vous savez, il y a même un article qui est sorti par Africa Intelligence qui est en train de dire que le Congo, Kagame est en danger parce que le Congo veut récupérer son coltan. En fait, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, les agitations des Kagame. Vous savez qu'il y a... le Rwanda veut construire une raffinerie de coltan. Avec les Britanniques. Oui, mais il n'a pas de minerai pour ça. Il compte sur le minerai du Congo. Or, en même temps, il y a aussi des Congolais qui sont sûrs de projets de raffinerie au Congo, notamment CDMC avec notre ancien confrère Serge Moulumba, qui sont sûrs de projets de raffinerie de coltan au Congo. Donc, si il y a un projet pareil qui fonctionne au Congo, cela voudrait dire quoi? Que le coltan aura vraiment un marché intérieur et que les minéraux ne vont pas passer de l'autre côté. Alors, soutenir une idée comme celle-là, qu'il faut suspendre l'exploitation artisanale, donc c'est faire les lits de Kigali sans le savoir. C'est quand même, j'ai suivi l'émission, j'ai dit, mais Mouyaya peut-être est en train de couler son président de la République sans le savoir, parce que les conséquences sont très fâcheuses sur le plan économique. Aujourd'hui, combien de familles vivent de l'exploitation minière mais je crois que c'est encadré, non? Il y a il y a avec CMAP, donc il y a de l'encadrement. Aujourd'hui même, il y a ce qu'on appelle les schémas de traçabilité améliorés. C'est-à-dire que du puits jusqu'à l'entité de traitement avant l'exploitation, tout est tracé. Mais je ne veux pas dire que c'est tracé à 100%. Il y a encore des choses qui échappent. C'est ainsi qu'il faut même encourager ce qui a été recommandé au ministre des Mines, de faire un effort pour essayer d'éradiquer toute cette fraude en essayant de tracer. Je vais vous dire quelque chose, je vais peut-être vous choquer. Pendant que je suis à Goma, le directeur de CMAP avait une mission conjointe avec son collègue de la province du Maniema. Ils ont fait une mission conjointe et à Lubutu et à Walikale, mais ils ont trouvé par là des Chinois qui font flotter des dragues sur des rivières qui constituent même des réserves pour la République, qui sont en train d'exploiter. Chaque jour, ils n'ont aucun document. Au sud Kivu, ils sont sur la rivière Lindi où ils exploitent de l'or. En Ituri aussi, moi, on m'a dit ça. Et dans l'ex-province orientale, ils sont à Banalia, ils sont à Pangui, et ils sont un peu partout. Comment ils ont obtenu ces documents-là et comment ils ont traversé? L'activité minière et artisanale, c'est une activité de survie. Et regardez même le Katanga, où la plupart des compagnies minières sont basées. Une mine comme Kambové, Kambové c'est une mine de la vitamine, mais regardez des milliers de personnes qui vont pour l'extraction minière. Vous prenez les quartiers Kassoulou à Koulouzi par exemple, il y a des gens qui vivent de cette activité-là. Donc on ne peut pas faire l'amalgame et suspendre l'exploitation minière artisanale dans des zones où il n'existe aucune entreprise qui embauche des gens. C'est pousser, c'est créer une grogne sociale. Ça risque de se retrouver contre le gouvernement. C'est une piste à analyser avec beaucoup de prudence. Oui, c'est pourquoi je disais que quand je suivais ça, je me dis, mais est-ce que Patrick Mouyaya n'est pas en train de faire couler son président sans le savoir? Parce que comme vient de le dire Gabi Kouba, ces gens ne vivent que l'exploitation minière, il n'y a aucune activité. Les activités, il y avait des activités industrielles par là autrefois, mais toutes ces grandes entreprises ont fermé. C'est ainsi que les gens qui travaillaient dans ces entreprises se sont lancés dans l'exploitation minière et le gouvernement a compris par après qu'il fallait encadrer. Et aujourd'hui, il faut dire que la République démocratique du Congo est le premier pays dans la CIRGL qui a fait des efforts très énormes en matière de traçabilité comme ça. Et chaque fois, c'est ça, il y a un problème. On essaie de faire suspecter le minerai du Congo comme étant le minerai de sang, mais quand ce minerai traverse les frontières, ça devient propre. Blanchiment des minéraux. Alors donc, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Donc, il y a là. Ça peut avoir des conséquences fâcheuses économiques très énormes qui peuvent se transformer en une révolte politique. Donc, on croit résoudre un problème
mais on va encore en ajouter. Alors, vous voyez bien, si vous avez suivi la communication du président Kagame, parce que je crois que les gens sont en train de s'affoler ici et comme ça. Le président Kagame, parlant de l'état de siège, il dit qu'il faut que ça soit accompagné de certaines mesures. Mais ce n'est pas à Kagame de dire aux Congolais quelles sont les mesures qui doivent être assorties. Mais malheureusement, vous comprenez, les Congolais, nous ne comprenons pas. Et il y a des gens qui se sont avancés pour donner des pistes, dire non, il faut suspendre ceci, et il faut suspendre l'exploitation artisanale. Ce ne sont pas des suppôts, les suppôts du Rwanda. Ce ne sont pas des compatriotes manipulés par le Rwanda. Je ne sais pas, je ne peux pas aller jusqu'à dire cela, mais je voudrais dire que peut-être de bonne foi, ils ont donné une solution, mais qui risque d'être catastrophique. Merci beaucoup. Donc, et je pense qu'en cette matière-là, le ministère des Mines a des gens autrement outillés. Vous avez Icoli, si je m'abuse, le Mabolia, ces gens-là, ça, il faut dire que le Congo a une expertise en cette matière-là, il faudrait qu'on exploite. Donc il faudrait aussi, ce que je voudrais dire, que parce qu'il y a un lien entre la guerre et l'exploitation minière, et dans ce sens-là, le gouverneur militaire a aussi cette obligation, avec bien sûr le soutien du ministère des Mines, pour essayer un peu de voir clair dans cette... Mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de règlements de comptes dans cette affaire-là. On va en parler moins. Non, je voudrais terminer par là. Oui. Vous avez vu hier, par exemple, sur WhatsApp et qu'on sort donc sur la toile, on a beaucoup parlé, par exemple, du président de l'Assemblée provinciale du Nord-Kivu. Okay. Voilà. Mais là, les gens ne savent pas qu'il y a des problèmes qui se posent dans les Massissi. Dans les Massissi, entre, effectivement, l'empire de Mwangachuchu, qui exploite le coltan avec sa société Sembi, société minière de Bissouzou, contre la population qui a mis sur pied Copérama, oui. Et qui est avec en tête le président et comme ça. Oui. Mais là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un conflit entre la population et la CMB. Pourquoi? Parce que la CMB a acquis de manière indue un périmètre d'exploitation dans la concession des Sakima. Donc, c'est comme un butin de guerre comme Mwangachuchu avait des relations avec le RCD et consort, on lui a donné, donc on a amputé des périmètres. Une partie de la concession de Sakima, on lui a donné. Et aujourd'hui, et en occupant cette partie de la concession, il a même dépossédé les villageois de leurs droits et consorts. Et c'est ça le combat qu'il y a là dans les villageois se retrouvent au président de l'Assemblée provinciale. Et aujourd'hui, les gens disent que non, pour qu'il y ait la paix là-bas, il faut qu'on dépossède la CMB de cette concession, parce que cette concession appartient à une entreprise publique qui s'appelle Sakima. Merci Moïse. C'est le périmètre 42. Les conflits datent de longtemps. Ça fait plus de 5 ans que ces conflits courent. D'abord, cette concession de la Sakima a été illicitement acquise par un ancien dignitaire du RCD, un ancien rebelle du RCD à l'époque. Et pendant le 1+4, comme on disait, qu'on ne pouvait pas leur ravir ces concessions qu'ils ont acquises. Donc tous les biens acquis illicitement par la rébellion à l'époque, revenaient à leur propriété. Et leur propriétaire, là aussi, a mis en... Mais les choses ont changé. Hein. Autre temps, autre merci. La Sakima peut toujours revenir là-dessus. Très bien. Merci beaucoup à Moïse, merci à vous. J'aurais bien voulu que nous puissions aborder la question de la révisitation de certains contrats, comment les chefs l'ont bien lancé un peu au niveau de Kolwezi. Donc ce voyage du président n'était pas que sécuritaire, n'était pas que administratif pour réaffirmer son autorité sur l'ensemble du pays, mais l'enjeu c'était aussi certains contrats. Ah oui, il a raison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de craintes autour de la révisitation des contrats miniers. J'ai discuté avec un conseiller du président de la République pour me dire cette question. Il faut aller avec beaucoup de prudence parce que nous risquons de connaître une situation d'instabilité lorsqu'on essaie de s'attaquer aux multinationales. Je lui ai dit clairement qu'il n'avait pas de crainte à émettre là-dessus. Regardez le travail qu'a fait un ancien de la Gécamine. M. Raphaël Mboyi, je pense qu'il vit en Zambie et qui dirige la plus grande mine de la Zambie
avec des Congolais qu'on a chassés ici. C'est un Congolais. Et le plus âgé de cette mine-là, à mon âge, c'est lui le chef de la mine. La mine de Kalumbila, c'est la plus grande mine de la Zambie. Et quand le gouvernement zambien a des problèmes de paiement des fonctionnaires de l'État, des militaires, des policiers, on recourt à cette entreprise. Et c'est qui l'interlocuteur? C'est un sujet congolais. Un ancien ingénieur de la Jicami, de haute facture, qu'on avait surnommé M. Kobati à l'époque, a fait un travail de qualité. Et j'ai discuté avec les conseillers du président Tshisekedi pour lui dire, voilà, il ne faut pas avoir des craintes. Il y a des sociétés, certes, on connaît comment, et à l'époque, en 2017, on a initié la révisitation des contrats miniers avec le gouvernement Kizenga Mozitu, et c'est vrai que les gens peuvent dire, bon, c'était le verre à moitié vide et à moitié plein, il y avait des choses certainement à corriger, mais il y avait des contrats réellement à révisiter. Ah oui, les contrats léonais aussi. Aujourd'hui, si Tshisekedi ne peut pas réviser les contrats sous les formats du gouvernement passé, du régime passé, de son prédécesseur, comme on l'a fait, il y a lieu de voir des choses. Parce que je cite Raphaël Ngoy pourquoi. Raphaël Ngoy a fait un travail de qualité. Il vous dit, voici ce que les miniers doivent à l'État. Et ce n'est pas, on les attrape. On regarde. S'il est inacceptable que les entreprises fassent des bénéfices sur les principales places boursières et qu'en RDC, on déclare les pertes. Mais l'année, par exemple, du Covid-19, l'année 2020, c'est une année record dans l'histoire de la RDC. Malgré la Covid ou le Covid. Oui, malgré le Covid. Jamais une production minière n'a été si importante dans l'histoire de la RDC. Même en termes de mobilisation des recettes ou les régies financières. Voilà, j'ai des stats du ministère des Mines de toutes les filières. Diamant, cuivre, coltan, cassiterite, cobalt. Et le président Tshisekedi, s'il n'a pas un droit de regard sur le secteur minier, son pouvoir va continuer à vaciller. Il ne peut consolider son pouvoir en donnant le sens du peuple d'abord au peuple congolais que s'il regarde réellement les secteurs miniers. C'est vrai qu'il mais s'il a trouvé déjà des sites miniers qui ont été hypothéqués. Il y a lieu de corriger ces erreurs-là. Et le travail dont je parle ici montre... Mais il ne faut pas gêner les partenaires. Hein. Non, ce n'est pas pour gêner les partenaires. Vous savez qu'il y a des compagnies minières qui opèrent de cette façon. Lui-même est producteur. Elle-même est producteur. Elles-mêmes sont des productrices, des minerais. Mais de l'autre côté, elles ont créé également d'autres sociétés qui achètent leur production, et ce sont ces compagnies-là qui déterminent le prix. Rappelez-vous, l'année passée ici, on a fait un travail à qui profite les combats de la RDC. Et la transition énergétique, je parle sous le contrôle de Moïse, qui, en dehors des journalistes, est aussi ingénieur, passera inévitablement par la RDC. Donc nous avons des choses à offrir au monde. Et le président Félix Tshisekedi a la clé de la transition énergétique. Ce n'est pas pour rien que partout où il est-ce que nous sommes conscients de ça? Il devrait mener la diplomatie des ressources naturelles parce que c'est lui qui détient la clé. Et aujourd'hui, regardez le gisement par exemple de Manono. Ce n'est pas pour rien que Zoé s'était positionné comme gouverneur du Tanganyika. Manono, c'est le gisement du lithium. On l'appelle Escondida. Escondida, c'est la plus grande mine au Chili. Et aujourd'hui, on comparait la mine de lithium, qui est la plus grande mine du monde basée à Manono, parce que le lithium, c'est un produit également, des substituts pour les cobalt dans la transition énergétique. C'est quelque chose de très capital. Mais regardez, les Australiens ont acquis cette mine à vil prix, 5 millions de dollars seulement. Et ils ont fait appel. 5 millions? Oui, ils ont fait appel aux Chinois qui sont entrés dans l'actionnariat. Aujourd'hui, ils travaillent ensemble. Quelle est la part de la République de... Attendez, 5 millions? Oui, 5 millions. Donc si on prend les 2 millions de Bakonga, comme Akaj l'avait dit, on ajoute 3 millions. Ça fait ces montants-là, quelqu'un peut traverser avec Yapazaville, donc c'est ces montants-là. Or, personne, de toutes les compagnies minières, par exemple, aucune compagnie minière n'a effectué une quelconque exploration au Katanga. Toutes les compagnies sont tombées sur les gisements de la Jicami et d'autres compagnies minières qui existaient. L'argent aujourd'hui, le groupe Ivanhoe de Robert Friedland, Kamoa, le groupe Kamoa, qui a fait l'exploration minière. Merci. Or, lorsque vous regardez... Président Gabi. Non, s'il vous plaît. Non, on parle plus économique. Oui, on va prendre la politique. Business... On va revenir la semaine prochaine. Non, pardon, je termine par là. Le business plan doit être les tableaux de bord de tout investisseur. Vous regardez tout simplement, par exemple, votre intensité du capital. Si vous avez investi 500 000 $, combien vous l'avez dépensé, ça doit vous rapporter dans combien de temps. Et tout cela, toutes ces questions,
le président Tshisekedi a l'occasion de les examiner et aucun milieu. Parce qu'il va leur dire, voici les preuves. Les preuves sont tellement accablantes que personne ne lui fera la guerre. Je vous donne une preuve. Une preuve, c'est peut-être les dernières interventions médiatiques du PCA de la GKM. Hein? Oui, je voulais en venir là-bas. Je voulais commencer par dire que Tshisekedi, dans les Katanga, n'avait pas tort de dire qu'il y avait des sorciers. Effectivement, il y a des sorciers. Parce qu'après les révélations de Yuma, qui sont traumatisantes, je dis. Oui. Est-ce que c'était une sorte de mea culpa ou un aveu? Quelqu'un qui veut maintenant c'est réconcilier avec... Il y a des gens qui demandent à Tshisekedi des résultats dans 2 ans, alors que Yuma vous dit que toutes les ressources du pays ont été gragées. La Sicomine, par exemple. Mais il ne dit pas que c'était avec lui. C'est ça. Non, pas avec... Non, non. On sait quand est-ce que ces histoires... Mais moi, je parlais... Alors, je parlais avec un ancien Premier ministre. J'ai fait le voyage avec lui. Il me l'a dit comme ça. Il dit, mais Serge, vous savez pourquoi nous n'avons pas conclu le PEC-D avec le FMI? J'ai dit non, monsieur le Premier ministre. Mais il m'a dit, mais il y a eu un contrat comité. Qui a signé le contrat comité? Est-ce qu'à l'époque, Albert Yuma n'était pas PCA tout puissant de la GKM? Ça, c'était un. On n'a pas bénéficié. Aujourd'hui, tu sais qu'il cherche à renégocier avec les Bretton Woods. S'il vous plaît, voici quelque chose qui nous a échappé, qui a échappé à tous les Congolais. Et je l'avais écrit, malheureusement, c'est passé inaperçu. Nul n'est prophète chez lui. En novembre, on nous a réunis ici dans une salle à Kinshasa. La presse était invitée et le représentant de tous les actionnaires a déclaré qu'il avait payé 84 millions de dollars à la RDC dans les contrats Metalcom. Pour les royalties de Metalcom. Après vérification, toutes les preuves existent au niveau de l'ITIE. Oui. 55 millions. Mais combien d'entre nous ont posé la question à qui étaient destinés les 34 millions de différence? Est-ce que c'est une erreur? Mais attends la correction. J'attends la réponse des confrères. J'enchaîne pour dire que Yuma dit que sur base des conseils du FMI, de la Banque mondiale, on a dû gager les ressources, pensant que le multinational pouvait générer des fonds. Mais qu'est-ce que Yuma lui-même dit que non, ces gens-là, au lieu d'amener les capitaux frais qu'on attendait, ces gens ont amené des prêts. Des prêts. À quel taux? À quel taux? Sur le dos de la GKM. Donc, vous comprenez. Donc, cela voudrait dire quoi? Que, même sur le plan éthique, on doit révisiter ces contrats. Parce que, même les Chinois eux-mêmes, ils savent bien que même dans le cadre du contrat chinois, ils n'ont pas rempli leur part du contrat. Ils savent qu'ils n'ont pas rempli leur part du contrat. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que les Chinois doivent faire et qu'ils n'ont pas encore fait. Donc, il y a lieu qu'on revisite. Il semble que c'est repris dans les programmes je viens d'écrire un article là, contrôle de minerais en République démocratique du Congo, difficile manœuvre de Tshisekedi entre Pékin et Washington. Effectivement, il se pose un problème là-bas. Parce que c'est la Chine aujourd'hui qui contrôle, on peut dire, surtout le cobalt, c'est elle qui contrôle la filière cobalt. 80% de la filière cobaltifère au Congo, c'est la Chine. Et il y a aussi les Américains qui, à l'époque, avaient fait une erreur, parce que les Américains, avec Freeport McMoran, ont dû vendre la concession TFM aux Chinois. C'est qui a consolidé la position des Chinois. Et l'autre fois, les Américains sont partis parce que le cours de matière avait chuté et ils ont voulu faire une affaire en se débarrassant. Et maintenant, les cours sont cycliques et aujourd'hui, ils sont à la hausse. Les Américains maintenant veulent revenir. Oui. Alors maintenant... Mais les Américains doivent revenir parce que ce sont eux qui doivent décider au niveau du conseil d'administration de la Banque mondiale. Vous voyez déjà un président... Attendez s'il vous plaît, Félix qui fait les jets doux au FMI et à la Banque mondiale, ça sera la décision chinoise, américaine, la décision française. Donc c'est un peu ça. C'est comme il vient de dire, Félix a la solution à main. Il faut la manager.
Il faut savoir manœuvrer. Pourquoi j'ai parlé de difficile manœuvre. Donc il doit savoir manœuvrer. C'est ainsi que quand vous voyez même Félix dans sa démarche, il est tenté d'utiliser même l'outil diplomatique. Il n'y a pas longtemps, il a échangé au téléphone avec le ministre et le président chinois, après avoir reçu le ministre des Affaires étrangères ici au mois de janvier. Donc, il faut arriver à trouver un certain espace où Félix va essayer de manager et les Américains il faut mettre tout le monde pour le profit du Congo. Parce que Félix aussi est en train de chercher que le Congo se retrouve parce que jusque maintenant, les deux semaines, une guerre commerciale d'abord à travers le monde qui risque de s'accentuer ici en République démocratique du Congo, mais au détriment des Congolais même. Moi, je ne vous connaissais pas aussi analyste économique. Hein. Bon, on va quand même parler politique. Non, mais de toutes les façons, il y a Bekanga qui le sait parce qu'on a toujours eu des discussions comme ça avec lui. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là cette analyse de plus ou moins 20 minutes, hein, je pense. Une analyse pertinente. Hein. J'imagine que vous l'avez trouvée aussi pertinente. Et que dire de plus après avoir suivi cette analyse, hein. Ce que je peux dire tout simplement, c'est que le problème du Congo, ce n'est pas le Rwanda. Le problème du Congo, ce n'est pas l'Ouganda. Le problème du Congo, ce n'est pas le Burundi, ce n'est pas la Zambie, ce n'est pas le Soudan du Sud, ce n'est pas la Centrafrique, ce n'est pas le Congo-Brazza, ce n'est pas l'Angola. Le problème du Congo, c'est le Congolais. Nous n'aimons pas ce pays et c'est triste. Comment vous pouvez, patriote que vous êtes, nationaliste, vous vous proclamez, comment pouvez-vous brader le pays à ce point? Vous n'avez rien lorsque vous arrivez dans ce pays. Vous n'avez rien lorsque vous grandissez dans ce pays et vous devenez milliardaire au détriment de tous les Congolais et même parfois sur le sang des Congolais. Combien de Congolais sont morts du côté de l'Est du pays? Combien? Pour ces minéraux et leurs enfants qui ont eu la chance de rester en vie, si ils sont restés en vie, ne bénéficieront pas de ces richesses-là. C'est malheureux. Je pense qu'à un certain moment, si nous sentons un peu de patriotisme, si nous sentons le nationalisme dans le chef de Félix-Antoine Tshisekedi, autant le soutenir dans cette démarche. Si c'est une démarche salutaire pour permettre au pays de renflouer ses caisses et ainsi aider à ce qu'il y ait une meilleure redistribution des richesses de ce pays, développer la République démocratique du Congo à la base et toutes les provinces comprises, je pense que nous aurons résolu déjà un sérieux problème qui divise peut-être le Congo. Parce que la pauvreté fait aussi partie des problèmes qui, si elle trouve une solution, ça pourrait permettre à ce qu'il y ait peut-être aussi moins de problèmes, moins de conflits intercommunautaires. Donc je crois que la République démocratique du Congo n'a pas eu de chance d'avoir certains dirigeants qui n'aimaient pas le pays, qui n'avaient comme seul souci que leur propre poche, qu'on leur voit des milliardaires, hein, mais non pas parce qu'ils ont eu à travailler, parce qu'ils ont eu à faire des affaires, des milliardaires parce qu'ils ont eu à brader, parce qu'à un certain moment ils ont eu une certaine parcelle de pouvoir, ils ont pu brader les richesses de ce pays, donner ces richesses du pays à leurs amis à vil prix, ensuite se retourner pour avoir des commissions. C'est triste. J'espère que peu à peu la République démocratique du Congo sera en tout cas restaurée et que justice finalement sera faite. En tous les cas, dans un premier temps déjà, le chef de l'État, je pense qu'il est dans cette dynamique-là, déjà de rediscuter les contrats qui ont été conclus avec certains, notamment la Chine, et revoir ces contrats afin que nous revenions en tout cas dans un profil de partenariat gagnant-gagnant dont l'investisseur étranger qui vient va gagner et la République démocratique du Congo, propriétaire des richesses de sous-sol, va également gagner. Ce ne sera que justice. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Hein. Merci aussi de partager avec nous votre point de vue. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à cette chaîne. Hein. Cliquez également sur la petite cloche de notification et n'oubliez pas aussi, bien évidemment, que cette petite cloche de notification pourra vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana evele.